Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire Loi de financement sécurité sociale 2022 qui sera animé par Elsa Munier, Delphine Robin et Samuel Landel. Vous pouvez vous connecter à l'audio via votre ordinateur ou par téléphone en composant le 01 85 14 88 35 suivi de 1 dièse, puis le code événement 27 30 363 31 06 suivi de dièse, puis dièse pour l'identifiant. Vos micros sont coupés. Vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation par chat à l'intention de l'organisateur. Le webinaire donc, sera animé par Elsa Munier, juriste conseil experte protection sociale et conseil, Delphine Robin, directrice pôle commercial prévoyance santé, et Samuel Landel, consultant retraite. Delphine, Elsa, Samuel, je vous laisse la main. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié au décryptage de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Je précise que ce webinaire sera enregistré et que nous mettrons à disposition auprès de vos correspondants CSI le replay et le support de présentation. Alors, nous allons commencer par une première partie dédiée aux mesures spécifiques adoptées dans le cadre de la crise sanitaire, notamment s'agissant de la prorogation du régime social de faveur des indemnités complémentaires d'activité partielle, et puis également de la prolongation des mesures dérogatoires relatives aux arrêts de travail Covid. Et puis, on dira quelques mots également sur le sort de la contribution Covid sur les cotisations des régimes complémentaires frais de santé. Je passe la parole à Elsa pour qu'elle puisse vous parler de tous ces sujets. Merci Delphine et bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour vous apporter quelques éclairages sur les mesures essentielles de la loi de financement de sécurité sociale pour 2022. Donc, vous le savez, cette loi a été votée une nouvelle fois dans un contexte de crise sanitaire et le Parlement a été dans l'obligation de prendre en compte ce contexte et de renouveler des mesures que vous avez déjà connues en 2021, notamment celle de la mesure incitative au versement d'indemnités complémentaires d'activité partielle. Alors, vous le savez, en 2021, nous avions déjà ce fameux virus qui nous impactait et afin de favoriser le versement d'indemnités dans le cadre d'activités partielles, donc des indemnités complémentaires qui viennent s'ajouter aux indemnités légales, le gouvernement avait fait passer une mesure temporaire pour 2021 et cette mesure consistait à aligner le régime social des indemnités complémentaires d'activité partielle sur le régime social des indemnités légales, donc régime bien plus favorable. Dans le cadre de la loi de financement pour 2022, ce régime est donc à nouveau prolongé, donc c'est toujours une mesure temporaire mais qui s'éternise un peu. Donc en 2022, comme en 2021, les indemnités complémentaires d'activité partielle sont exonérées de cotisations sociales et de taxes sur les salaires et elles sont assujetties à la CSG-CRDS au taux des revenus de remplacement, à savoir 6,7 au lieu de 9,2 à la normale. Alors, on rappellera utilement, comme en 2021, que cette mesure est plafonnée, à savoir que le cumul des indemnités légales et complémentaires qui dépasse 3,15 fois le SMIC, la part excédentaire d'indemnités complémentaires se voit attribuer son régime normal et donc assujetti en tant que rémunération intégralement aux cotisations de sécurité sociale, à la taxe sur les salaires et à la CSG-CRDS des revenus d'activité, non plus des revenus de remplacement, et donc sur un taux de 9,7 au global. Je vais laisser la parole à Delphine qui va vous apporter un éclairage plus pratique. Oui, merci Elsa. Alors, pour illustrer effectivement ce propos d'Elsa, je vous propose un petit exemple concret. Donc, prenons un salarié qui a une rémunération habituelle de 35 € de l'heure, ce qui correspond à peu près à un salaire mensuel brut de 5 308 €. L'indemnité légale
d'activité partielle. Elle est fixée à 60% de la rémunération, donc servant d'assiette à l'indemnité de congé payé, et plafonnée à 60% de 4,5 fois le SMIC horaire, ce qui correspond à un plafond de 28,54 € de l'heure. Pour notre salarié, donc avec une rémunération de 35 € de l'heure, l'indemnité légale versée est donc de 60% de ces 35 €, c'est-à-dire 21 € de l'heure, inférieure donc au plafond légal des 28,54 €. Une décision unilatérale de l'employeur ou un accord collectif, dans l'hypothèse où il prévoit le versement d'une indemnité complémentaire pour que le salaire de ce salarié soit maintenu à 100%, permettrait le versement d'une indemnité complémentaire de 14 €, c'est-à-dire les 35 € moins les 21 € d'indemnité légale. Le salarié perçoit donc bien une indemnité totale de 35 €, 21 plus 14. Elsa l'a évoqué, le régime social de faveur est plafonné à 3,15 fois le SMIC horaire, c'est-à-dire 33,30 €. Donc la part des indemnités complémentaires dépasse 33,30 € est assujettie aux cotisations et contributions sociales des revenus d'activité. Dans notre exemple, une partie de l'indemnité complémentaire versée à ce salarié perd le régime social de faveur sur donc 1,70 €, qui est bien la différence entre les 35 € d'indemnité totale et les 33,30 € de plafond d'exonération de cotisation sociale. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair pour vous avec ce petit exemple. Et je repasse la parole à Elsa. Pas du tout, c'est moi qui continue. Un petit point sur l'activité partielle toujours et l'obligation pour les employeurs de maintenir les dispositifs de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle. Activité partielle ou activité partielle de longue durée d'ailleurs. Je précise que quand je parle de protection sociale complémentaire, je parle de prévoyance et de frais de santé. Donc, il est paru le 17 juin 2021 une instruction ministérielle qui est venue pérenniser le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail pour activité partielle, qui avait été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. C'était la loi du 17 juin 2020 et qui est venue aussi déterminer les modalités et l'assiette des cotisations et des prestations. Alors, plus largement, cette instruction, elle détermine le sort des régimes de protection sociale en cas de suspension du contrat de travail pour l'ensemble des cas possibles, que la suspension soit indemnisée ou non. En ce qui concerne l'activité partielle, le maintien du régime de protection sociale est donc désormais obligatoire lorsque le salarié bénéficie d'une indemnisation ou d'un revenu de remplacement en cas d'arrêt maladie, d'invalidité, d'activité partielle de longue durée, congé de reclassement également. Ce maintien n'interdit pas à l'employeur pour autant de prévoir des dispositions particulières pour ses salariés, notamment en matière de répartition du financement qui peut être plus favorable aux salariés, mais aussi en matière d'assiette de cotisation et de prestations adaptées à l'indemnisation perçue. Dans ce cas, ces spécificités sont encadrées et doivent être formalisées dans l'acte de droit du travail, c'est-à-dire dans l'accord collectif ou dans la décision unilatérale. Les entreprises disposent de délais différents selon la nature de l'acte de droit du travail pour adapter leur régime et leur contrat d'assurance. Initialement, l'instruction prévoyait que les contrats d'assurance devaient être mis en conformité au plus tard, le 1er janvier 2022. Cependant, compte tenu de l'ampleur de la tâche dans un délai relativement contraint, le ministère a assoupli sa position et a accepté d'accorder un délai jusqu'au 31 décembre 2022 pour la mise en conformité des contrats d'assurance. En revanche, les actes fondateurs des régimes, donc accords ou décisions unilatérales, devront quant à eux être mis en conformité, le cas échéant, si c'est nécessaire, au 1er juillet 2022 pour les décisions unilatérales et au 1er janvier 2025 pour les accords. Sachez que la plupart, pour assurer des actes rédigés selon nos modèles, sont déjà conformes à ces dispositions.
On rappellera également que le maintien des garanties de protection sociale complémentaire est toujours facultatif en cas de suspension de contrat de travail non indemnisé, comme les congés sabbatiques ou les congés parentaux, par exemple. Ça, passe la parole concernant les arrêts de travail Covid. Alors, également une mesure que vous connaissez bien, puisqu'elle était déjà applicable l'année dernière. Je pense que vous la connaissez d'autant mieux en ce moment, puisque le contexte et le nombre de cas augmentant, vous devez avoir beaucoup de salariés qui se prévalent de ces dispositions. Donc, il s'agit, comme l'année dernière, de permettre aux salariés qui sont dans l'incapacité de travailler à distance, y compris en télétravail, de bénéficier des IJ de sécurité sociale sans avoir à justifier des conditions habituelles. Donc, conditions habituelles, ce sont un minimum d'activité de cotisation, le délai de carence qui ici n'est pas applicable et la non prise en compte dans le calcul du plafond global du maximum JSS versé. Donc ces IJ ne sont pas prises en compte ici. Donc, les salariés qui sont concernés, bon, pas de surprise, hein, sont évidemment les salariés qui sont atteints par le virus, ou encore ceux qui sont en attente du résultat d'un test, ou enfin ceux qui sont parents d'enfants placés à l'isolement. Il doit y en avoir un certain nombre en ce moment. À noter également, toujours comme l'année dernière, donc mesure temporaire de 2021 qui se trouve à nouveau renouvelée en 2022. Alors ça reste temporaire, hein. On espère qu'en 2023, on ne renouvellera pas ce type de mesure. Ces salariés bénéficient également, sans condition d'ancienneté et sans obligation de justifier leur travail dans les 48 heures, du maintien de salaire dû par l'employeur. Donc voilà, cette loi de financement a prolongé ces mesures que vous connaissez déjà bien, je pense. À noter également que la loi de financement prévoit la possibilité pour le gouvernement d'amender, voire de compléter ces mesures qui concernent les arrêts de travail dérogatoires par ordonnance si jamais la crise sanitaire devait s'amplifier ou évoluer. Au-delà de ces mesures liées à la crise, je laisse la parole à Delphine concernant la fameuse taxe Covid. Merci, merci Elsa. Alors oui, cette taxe, cette contribution, plus précisément Covid, vous la connaissez. Comme vous le savez, elle a été instaurée afin de financer une partie des dépenses de l'assurance maladie liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19. Donc, c'est une contribution exceptionnelle qui est à la charge des organismes complémentaires santé, versée sur 2 ans. Son taux a été fixé à 2,6% des cotisations frais de santé complémentaires nettes de taxes pour l'exercice 2020 et à 1,3% pour l'exercice 2021, devant ainsi rapporter 1,5 milliard d'euros. Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, il avait été question de proroger, dans un premier temps, cette contribution en 2022, et cette disposition n'a finalement pas été retenue. Donc, au titre de l'exercice 2022, il n'y aura pas de contribution Covid. Nous en avons terminé pour cette première partie relative aux mesures liées à la crise sanitaire. Je vous propose maintenant d'aborder les mesures spécifiques liées aux dispositifs de santé et de prévoyance. Nous parlerons des nouvelles prises en charge en santé. Nous parlerons également du forfait patient urgence, du FPU. Nous dirons quelques mots sur la simplification de l'accès à la complémentaire santé solidaire, la C2S. Et puis enfin, Elsa nous parlera de la protection sociale complémentaire de la fonction publique dont on a beaucoup entendu parler. Et donc, je laisse la parole à Elsa. Alors, commençons par les nouvelles prestations prises en charge par le régime de base. Alors, je précise immédiatement que ces nouvelles prestations prises en compte au titre du régime de sécurité sociale donnent lieu, bien évidemment, à un enrichissement prestations réglées par nos complémentaires santé à destination donc, des salariés.
Alors, premier sujet, la télésurveillance médicale. Alors, télésurveillance médicale consiste pour des médecins à analyser et interpréter des données de santé recueillies sur le lieu de vie du patient. La télésurveillance médicale a fait l'objet d'une expérimentation dans le cadre du projet ETAP déjà depuis plusieurs mois. Et cette expérimentation s'étant révélée positive, la loi de financement concrétise et enrichit le régime de base de la prise en charge de ce type de prestations médicales. Donc, elle va maintenant être généralisée sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des pathologies qui nécessitent ce type de soins et va être remboursée, du moins en partie, par le régime de sécurité sociale. Alors, on estime son coût en 2022 à 22 millions d'euros, ce qui est relativement modeste, mais une montée en charge de ces prestations est annoncée d'ores et déjà pour les années à venir. L'accompagnement psychologique, alors on avait dit qu'on ne parlerait plus jusque-là de la crise sanitaire, mais en l'occurrence, c'est une promesse du président Macron faite en septembre dernier lors des assises de la santé mentale. Alors, effectivement, la crise sanitaire a révélé un mal-être chez les Français, un besoin d'un meilleur accompagnement psychologique, et donc le président Macron en avait fait la promesse en septembre dernier. Donc, ces choses faites, la loi de financement pour 2022 intègre dans la prise en charge du régime de base le versement, le remboursement de séances d'accompagnement avec un psychologue, alors dans un cadre relativement rigide. Hein. Ce seront des psychologues qui seront agréés et conventionnés dans des tarifs fixés sans possibilité de dépassement d'honoraires et sur adressage du médecin traitant. Alors, le dispositif doit faire l'objet des modalités pratiques par décret qui n'est pas encore paru. A priori, il a été soumis à l'UNOCAM il y a quelques jours, donc il ne devrait pas tarder. On s'attend à la prise en charge de 8 séances par an, renouvelables le cas échéant si le médecin traitant l'estime nécessaire. Et au niveau des tarifs, la première séance, le coût serait fixé à 40 € et les séances suivantes à 30 €. Donc tout cela restera à être précisé et être confirmé dans le cadre du décret. En principe, le ticket modérateur devrait s'établir à hauteur de 60% de la base de remboursement. Autre point qui, pour le coup, vient compléter ce qu'on avait vu les années précédentes sur 100% santé, c'est les nouvelles prérogatives des orthoptistes. Alors, ça a un peu agité les ophtalmologues, mais le gouvernement a fait le constat que l'accès aux soins visuels était quand même encore compliqué. En France, on compte à peu près 6 000 ophtalmologues et 5 000 orthoptistes, et clairement, c'est assez difficile d'obtenir des rendez-vous dans un délai à peu près raisonnable. Donc, la loi de financement autorise dorénavant les orthoptistes à réaliser des bilans visuels et à procéder à des prescriptions d'équipements optiques, ce qui comprend également les lentilles, sans que le patient ait l'obligation de voir un ophtalmologue. Donc voilà, bien évidemment, ces prestations feront l'objet d'une prise en charge par les complémentaires santé dans le cadre du cahier des charges responsable. Autre nouveauté à signaler, alors ce n'est pas vraiment une nouveauté, on va le voir, mais c'est le forfait patient urgence. Alors ça, c'était une réforme qui devait passer déjà l'année dernière et qui devait entrer en vigueur le 1er septembre dernier. La crise sanitaire étant passée par là, son entrée en vigueur a été repoussée et la loi de financement pour 2022 a entériné cette entrée en vigueur au 1er janvier dernier. Donc, depuis le 1er janvier, tout patient qui passe aux urgences et qui n'est pas hospitalisé après ce passage se voit facturer un forfait unique, donc le forfait patient urgence de 19,61 €. Alors, pour bien comprendre en quoi consiste cette réforme, il faut revenir un petit peu sur le passé et redécrypter comment étaient facturés les passages aux urgences avant. Donc, les passages aux urgences jusqu'au 31 décembre 2021 donnaient lieu à la facturation du ticket modérateur, ce qu'on appelle acte par acte,
C'est-à-dire que le patient se voyait facturer les tickets modérateurs de l'ensemble des soins dont il avait bénéficié aux urgences. Donc, ces tickets modérateurs étaient composés d'une part de l'ATU, l'accueil et traitement des urgences, qui était de 27,05 € pris en charge par partie par l'assurance maladie, et ensuite de tous les tickets modérateurs de l'ensemble des soins dont il était bénéficiaire, actes de biologie, radio, scanner, etc. Donc, c'était relativement complexe pour les établissements de santé de procéder à ces facturations, donc une grosse charge administrative. Et par ailleurs, c'était difficilement lisible pour le patient qui passait aux urgences. Dorénavant, cette facturation au ticket modérateur acte par acte est donc supprimée au bénéfice d'une facturation de ce forfait unique fixé à 19,61 € pour son tarif plein. À noter que ce forfait fait l'objet, d'ores et déjà, parce que c'est rentré en vigueur le 1er janvier dernier, d'une prise en charge par les contrats santé dits responsables. Alors, il y a certains cas où ce forfait est minoré, voire supprimé. Bon, on ne rentre pas ici dans le détail, vous avez quelques précisions dans le support. Je laisse la parole à Delphine Merci, Elsa. concernant la C2S. Une autre de ces mesures donc, concerne la C2S, donc la complémentaire santé solidaire, et vise à simplifier l'accès à cette complémentaire santé solidaire. Alors, juste en quelques mots, la C2S remplace depuis 2019 la couverture maladie universelle complémentaire et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. Elle est gratuite ou soumise à participation financière en fonction des revenus des bénéficiaires. Je rappelle également que le bénéfice de la C2S est un des cas de dispense de droit prévus par le Code de la sécurité sociale. Alors, pour favoriser le recours à la C2S, il a été donc décidé d'attribuer automatiquement aux bénéficiaires du RSA la C2S sans qu'aucune démarche de leur part ne leur soit demandée autre que la démarche de demande du RSA. Peut se faire par voie papier ou en ligne. Les bénéficiaires pourront toutefois s'opposer de manière expresse au bénéfice de la C2S lors de leur demande de RSA. Le but de cette mesure est de rendre le droit à la C2S le plus effectif possible. Bien sûr, les assurés seront toujours libres de choisir comme gestionnaire leur caisse d'assurance maladie ou un organisme complémentaire gestionnaire du dispositif. Dans la même veine, il a été également décidé de simplifier l'accès de la C2S aux bénéficiaires de l'ASPA. Alors l'ASPA, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Et donc, ces personnes bénéficient d'une présomption de droit à la C2S avec participation financière. Donc, dans les faits, les caisses d'assurance maladie devront réaliser des contrôles afin de vérifier que les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'exercent pas d'activité professionnelle, ce qui pourrait potentiellement les amener à être au-dessus des plafonds de ressources maximum pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Une fois que l'ASPA est attribuée, les caisses d'assurance maladie et les organismes gestionnaires du dispositif transmettront aux nouveaux bénéficiaires l'ensemble des documents qui leur permettra de souscrire à un contrat complémentaire santé solidaire sans qu'ils aient à remplir une demande complète pour ce dispositif. À moyen terme, en tout cas c'est ce qui est prévu, lorsque la demande d'ASPA pourrait être réalisée en ligne par le biais d'un téléservice, la demande de complémentaire santé solidaire pourra être intégrée directement au téléservice et être faite concomitamment. Le dernier sujet sur la complémentaire santé solidaire est donc l'instauration d'une faculté de renonciation à la C2S en cours d'année. Comme tous les assurés qui disposent aujourd'hui d'un contrat complémentaire du secteur privé, notamment par le biais de leur employeur, les bénéficiaires de la C2S pourront désormais renoncer à leur contrat en cours de droit afin de pouvoir adapter leur couverture, le cas échéant, au changement de leur situation personnelle. Par exemple, lorsqu'ils reprennent une activité professionnelle salariée et souhaitent adhérer à la complémentaire santé de leur entreprise,
ou encore s'ils veulent bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation financière du fait d'une dégradation de leur situation financière. Donc, ça peut avoir un impact, effectivement, sur les dispenses d'affiliation au régime frais de santé. Elsa, je te laisse nous parler de la protection sociale complémentaire de la fonction publique. Merci Delphine. Effectivement, on en entend beaucoup parler depuis quelque temps de cette réforme et pour cause, elle est d'ampleur. Ce qu'il faut retenir, parce que cette réforme n'a pas encore abouti et sa mise en œuvre reste à parfaire, c'est que la protection sociale complémentaire, y compris en santé pour la fonction publique, est doublement facultative. Donc jusqu'ici, elle est très différente de ce que vous connaissez dans le secteur privé, où, je rappelle, l'obligation de couvrir en santé s'impose depuis maintenant quelques années aux employeurs. Donc doublement facultative, pourquoi? Elle est facultative déjà pour les employeurs publics, dans les 3 corps de la fonction publique d'État, la fonction publique locale et la fonction publique hospitalière. Les employeurs publics, dans ces 3 corps, n'ont aucune obligation de couvrir leurs agents en santé ou en prévoyance. Elle est également facultative pour l'agent, car si l'employeur public a la possibilité, selon des procédures bien déterminées et encadrées réglementairement, de mettre en place des couvertures complémentaires, l'agent n'a jusqu'ici aucune obligation d'adhérer. Donc le système est vraiment très différent de ce qu'on connaît dans le secteur privé. Et de fait, du par cette nature facultative de la couverture, les cotisations, qu'elles soient réglées en partie par l'employeur public ou par les agents, ne bénéficient d'aucun avantage. En février dernier, le gouvernement a lancé une réforme d'ampleur qui vise à permettre différents corps de la fonction publique de bénéficier de couvertures mises en place à titre obligatoire par l'employeur public. Sans entrer dans le détail de cette réforme, elle vise en fait la mise en place, comme dans le privé, d'une couverture obligatoire avec négociation collective. Cette réforme, pour être mise en œuvre et présenter un avantage, devait faire l'objet d'un alignement sur le secteur privé, sur le régime social et fiscal des cotisations afférentes à ce type de couverture obligatoire. Et donc, la loi de financement de sécurité sociale pour 2022 a entériné cet alignement et prévoit que les cotisations versées au bénéfice des agents par les employeurs publics dans le cadre de couverture obligatoire seront exonérées de cotisations sociales et déductibles, du moins en partie, à l'impôt sur le revenu. Donc, restera ensuite aux différents corps de la fonction publique à mettre en place ces couvertures, mais il y aura donc un alignement sur le secteur privé. Alors, il faut bien voir aussi que ce sujet pourra avoir des impacts pour les employeurs du secteur privé, notamment sur les dispenses d'affiliation, puisque vous avez certains de vos dispositifs en santé qui couvrent les ayants droit. Alors, ces ayants droit peuvent être fonctionnaires, et donc, il pourrait y avoir des impacts sur les dispenses, puisque si le fonctionnaire est couvert déjà à titre obligatoire par son employeur public, il pourrait solliciter auprès de vous une dispense d'affiliation sur le régime que vous avez mis en place pour les ayants droit à titre obligatoire. Alors ça, c'est un sujet qui est bien pris en compte par les pouvoirs publics et qui est aujourd'hui à l'étude. Donc, pas trop d'inquiétude à ce sujet. Dans cette attente, dans l'attente de la mise en œuvre effective de cette réforme, vous avez peut-être été sollicité pour délivrer des attestations, puisque de façon temporaire et en attendant les couvertures obligatoires, les fonctionnaires d'État et eux seuls, la fonction publique locale et la fonction hospitalière n'est pas concernée, peuvent bénéficier d'une prise en charge par leur employeur public, donc par leur ministère, à hauteur de 15 € par mois, dès lors qu'ils ont souscrit une couverture complémentaire santé. Donc, ils doivent, pour bénéficier de cette prise en charge de 15 € par mois, délivrer à leur employeur une attestation de couverture. Alors, la question qui se pose, notamment pour vous, entreprises du secteur privé, c'est quand est-ce qu'on doit délivrer ces attestations? Alors, en pratique, s'agissant des couvertures collectives d'entreprise, et donc qui couvrent les ayants droit et lorsque ces ayants droit sont fonctionnaires. Lorsque l'adhésion de l'agent, donc ayant droit,
est facultative, cet agent pourra normalement obtenir ce remboursement de 15 €. Et donc, dans ces cas-là, l'employeur de son conjoint, puisque en général, il ne finance pas la couverture facultative, pourra sans problème délivrer cette attestation. En revanche, lorsque la couverture de l'ayant droit fonctionnaire d'État est obligatoire, avec une structure cotisation isolée famille, l'agent ne devrait pas en principe pouvoir bénéficier de ce remboursement de 15 € car un autre employeur que l'employeur public participe au financement de cette couverture. Donc, dans ce cas précis, l'employeur souscripteur qui participe en général au moins en partie au versement de cette cotisation famille, ne devrait pas délivrer l'attestation puisque l'agent ne pourra pas être bénéficiaire de ces 15 €. Je laisse maintenant la parole à Samuel qui va nous parler d'un tout autre sujet qui est celui de la retraite. Bonjour à tous. Effectivement, on va parler un petit peu de retraite progressive puisque la loi de financement de sécurité sociale pour 2022 vient modifier un petit peu ce dispositif. Pas dans son fonctionnement, hein. On va rappeler évidemment le fonctionnement de la retraite progressive, mais ça reste inchangé par rapport à ce qui existait déjà, mais dans les personnes éligibles à la retraite progressive. Jusqu'à maintenant, un salarié en forfait jour ne pouvait pas bénéficier de la retraite progressive. Ce n'est plus le cas. Il pourra en bénéficier à compter du 1er janvier 2022 grâce à la loi de financement de la sécurité sociale. Et ça, c'est quelque chose qui était attendu depuis longtemps et qui est une très bonne nouvelle pour ce dispositif. Alors, comme je vous le disais, je vais quand même vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. La retraite progressive, c'est un dispositif de fin de carrière, hein, de transition entre l'activité et la retraite, qui va permettre à un salarié qui le souhaite, s'il remplit un certain nombre de conditions, bien entendu, hein, de demander à son employeur un temps partiel qui, s'il est accepté, il faut évidemment hein, l'accord de l'employeur pour que ça soit possible, mais si l'employeur est d'accord, le salarié va pouvoir bénéficier de ce temps partiel tout en bénéficiant de la part des caisses de retraite d'une partie de ses pensions de retraite. Donc, je suis à temps partiel, évidemment, je bénéficie de mon salaire à temps partiel, j'ai une perte de salaire qui correspond au temps libéré finalement forcément du fait de mon temps partiel, mais je veux pouvoir compenser cette perte de rémunération grâce à la retraite progressive, c'est-à-dire que les caisses de retraite vont me verser une fraction par anticipation, hein, une fraction de ma pension de retraite. Donc, au lieu d'avoir simplement, par exemple, si je suis à 60% de temps travaillé, 60% de mon salaire et puis rien d'autre, je vais avoir 60% de mon salaire, plus la retraite qui va venir finalement me permettre de maintenir une rémunération plutôt aux alentours de 80-85% d'un équivalent temps plein, et donc d'avoir une baisse de salaire qui reste largement raisonnable. Donc c'est très intéressant, surtout que je vais pouvoir continuer à cotiser à la retraite et donc continuer à acquérir des droits à la retraite. Donc si je n'ai pas tous mes trimestres au moment où je pars en retraite progressive, ce n'est pas grave. En retraite progressive, je continue à cotiser et ça va continuer à venir alimenter mes droits à la retraite. Donc l'impact qu'il y aura sur ma future retraite définitive hein, du fait d'avoir pris cette retraite progressive reste soit très limité, soit nul si je décide de maintenir des cotisations sur une base temps plein. Donc c'est un dispositif très intéressant, c'est un dispositif qui était déjà utilisé parfois par les sociétés pour organiser la fin de carrière de leurs salariés dans le cadre souvent d'accords, hein, ça pouvait être notamment des GEPP. Ça permettait effectivement aux sociétés de proposer un dispositif attractif, financé en grande partie par les caisses de retraite tout de même, hein, et de venir améliorer un petit peu ces dispositifs en proposant des dispositions annexes qui venaient rendre encore plus intéressant le dispositif. Le gros problème jusqu'à maintenant, c'est que quand vous proposiez ce dispositif à vos salariés, vous saviez que vous alliez forcément exclure tous les salariés qui étaient en forfait jour, puisque, encore une fois, jusqu'à maintenant, les salariés en forfait jour ne pouvaient pas bénéficier de ce dispositif. Donc ça venait freiner de manière importante à la fois les personnes éligibles, hein, bien entendu, mais aussi le discours que vous aviez tout autour de dispositif qui en lui-même était déjà discriminant. Cette discrimination, elle était difficilement explicable. Encore aujourd'hui, on ne sait pas trop pourquoi
c'était fermé effectivement aux salariés en forfait jour. Le Conseil constitutionnel, dans une décision, a effectivement confirmé cette discrimination contraire à la Constitution. Et le législateur a pris acte, puisque dans la loi de financement de sécurité sociale, ça a été modifié. Encore une fois, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'effectivement, maintenant, tous les salariés, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail, pourront bénéficier de cette retraite progressive. Je repasse la parole à Bien, merci Samuel. Donc pour cette dernière partie de ce webinaire, le dernier sujet que nous aborderons avant de répondre évidemment à vos éventuelles questions concerne le congé des salariés dits aidants. Alors, on peut déjà rappeler ce que c'est que le congé des salariés aidants ou de proches aidants. C'est un congé qui permet donc de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Je reviendrai après sur la notion de particulière gravité. Et donc, c'est un congé qui est accessible sous condition d'avoir un lien familial ou étroit avec la personne aidée et cette personne devant résider en France. Et ce congé, évidemment, est pour une durée limitée. Afin de favoriser le recours à ce dispositif, des mesures ont été adoptées donc, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, et notamment la simplification des conditions d'octroi de ce congé, notamment au travers de la suppression de la condition de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie. Alors, ça signifie, en matière de handicap, un taux d'incapacité au moins égal à 80%, ou pour la perte d'autonomie, le classement de la personne dans les groupes 1, 2 ou 3 de la grille nationale du Code de l'action sociale et des familles. Donc, cette condition de particulière gravité a été supprimée. Ça veut dire que ça permet d'élargir le spectre des personnes susceptibles d'être aidées. Autre point qui concerne cette fois les allocations. Pour ces congés, on en a deux, puisqu'on parle du congé de proche aidant et on parle aussi du congé de présence parentale. Il est prévu une revalorisation des allocations calées sur celle du SMIC. Alors, ces allocations, elles sont, je rappelle, versées par la Caisse d'allocation familiale, par la CAF. Il s'agit de l'AJPA, donc de l'allocation journalière de proche aidant pour le congé de proche aidant, et de l'AJPP, l'allocation journalière de présence parentale pour le congé de présence parentale. Un petit mot sur ce congé de présence parentale. Il permet à un salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence accrue et des soins contraignants. Donc, ce salarié bénéficie d'une réserve de jours de congé qu'il utilise en fonction de ses besoins. Donc, simplification des conditions d'octroi, revalorisation des allocations. Je rappelle que les entreprises peuvent tout à fait prévoir un maintien des régimes de protection sociale complémentaires pour les salariés qui utilisent ce type de congé. Alors, il s'agit d'une suspension de contrat de travail non indemnisé, mais les employeurs ont l'opportunité de faire bénéficier à leurs salariés d'un maintien des garanties de protection sociale complémentaire dans un cadre social et fiscal avantageux. Mais pour ça, il faut évidemment le formaliser à la fois dans le contrat d'assurance, mais également dans l'acte de droit du travail, donc accord ou décision unilatérale. Mais c'est une possibilité qui est offerte aux employeurs. Nous en avons terminé avec ce webinaire donc, dédié au décryptage de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Nous allons vous laisser quelques minutes pour répondre, enfin pour poser vos questions et puis préparer nos réponses. Donc je coupe le son et nous vous laissons quelques instants pour poser les questions au travers du chat. N'hésitez pas. Oui, alors je vais reprendre les questions. Donc, j'aurai une première question. Quel est le délai pour les conjoints agents de la FP pour demander la dispense d'adhésion? Alors, effectivement, très bonne question.
En fait, dans le cadre de la mise en place de la réforme et donc de la couverture obligatoire mise en place par l'employeur public au bénéfice de ses agents, les dispenses, alors à confirmer bien sûr, seront traitées exactement comme dans le privé. L'idée, c'est que les personnes qui travaillent ne soient pas doublement couvertes. Donc, dans le cadre d'une entreprise qui couvre les ayants droit à titre obligatoire, on appliquera les dispenses à l'ayant droit fonctionnaire exactement comme on les applique au conjoint salarié d'une entreprise privée qui a lui-même une couverture obligatoire dans sa propre entreprise. Donc, il y aura un parallélisme. Et donc, on rappelle que ce n'est pas tellement le délai pour demander la dispense qui est important, c'est le moment où on le demande. Et le moment, c'est évidemment à la mise en place du dispositif obligatoire pour les ayants droit, au moment de l'embauche, si elle est postérieure, ou au moment de la prise d'effet de la couverture obligatoire du fonctionnaire, donc ayant droit. Donc, vraiment, il faut fonctionner comme on fonctionnait avec les salariés de droit privé. Merci. J'aurais donc une question pour Samuel. Est-ce que cela permet également d'ouvrir au forfait jour les temps partiels sans déclenchement de la retraite avec maintien des cotisations à temps plein? Oui, tout à fait. Effectivement, il est tout à fait possible de maintenir les cotisations de retraite sur une base temps plein pour les salariés en forfait jour, qu'on soit dans le cadre d'une retraite progressive ou non. L'intérêt, effectivement, c'est que ça permet de continuer à cotiser sur la même base et qu'il n'y ait aucun impact sur la pension de retraite du salarié. Ensuite, alors, deux questions en une. Les compléments d'indemnité légale à l'activité partielle imposés par la convention collective, exemple chimie pour les OTAM, bénéficient-ils davantage sur les cotisations sociales et la taxe sur salaire? Première question. Deuxième question, les parents d'enfants en cas contact, pas malades du Covid, doivent-ils passer en activité partielle ou en arrêt maladie? Alors, première question, régime social de l'indemnité complémentaire d'activité partielle. Donc, je confirme que les indemnités complémentaires prévues dans le cadre des conventions de branche, qui sont donc des accords collectifs négociés au niveau de la branche, bénéficient, comme les indemnités complémentaires prévues dans une DU ou dans un accord collectif d'entreprise, de ce régime social de faveur. Il n'y a aucune difficulté sur ce sujet. S'agissant des salariés parents d'enfants contacts, donc placés à l'isolement sur demande de l'école, ces parents peuvent effectivement être mis en activité partielle s'ils sont dans l'incapacité totale de télétravailler. Ils seront donc bénéficiaires de ce dispositif à cette condition. Merci. Sur la retraite progressive, est-ce que le salarié aura aussi une partie de l'AGIC-ARCO dans la partie pension? Oui, alors effectivement, dans le cadre de la retraite progressive, vous allez pouvoir demander à la fois au régime de base, régime général des salariés, de calculer une pension de retraite progressive et de vous la servir, mais également au régime complémentaire Agirc-Arrco, qui va également vous verser une fraction de retraite correspondant à la fraction de temps libéré. Donc à la fois le régime de base et le régime complémentaire, tout à fait. Alors, j'ai beaucoup de questions aussi sur le support. Donc, oui, vous me confirmez que le support sera bien envoyé à l'issue de cette présentation? Tout à fait. Alors, une autre question. Le montant prévu pour le forfait urgence de 19 € peut-il ne pas être couvert par la mutuelle ou est-ce une condition pour le contrat reste responsable? Alors, c'est un ticket modérateur, donc ce ticket modérateur sera automatiquement pris en charge par les contrats complémentaires frais de santé, dans le cadre effectivement des contrats, de la législation sur les contrats responsables. Je crois qu'il y avait une question également sur l'allocation de proche aidant qu'on a oublié, pour savoir par qui est versée cette allocation de proche aidant. Elle est versée par la caisse d'allocation familiale. C'est la CAF qui verse ces allocations. Alors ensuite, excusez-moi, je retrouve mes questions. Est-ce que le régime de retraite supplémentaire est concerné par la mise à jour des actes juridiques en application de l'instruction du 17-6?
Alors, l'instruction de juin fait une distinction entre, d'un côté, la santé et la prévoyance, de l'autre, la retraite. Je rappelle que pour la santé et la prévoyance, l'instruction prévoit, mais ce n'est pas une nouveauté car c'était déjà prévu depuis 2009 dans le cadre de la fiche 7, l'obligation pour l'employeur de prévoir le maintien des dispositifs santé-prév dès lors que le contrat de travail est suspendu et indemnisé. Donc, ça vise les cas de suspension du contrat de travail pour cause d'état de santé, maladie, accident, maternité, mais également toutes les suspensions pour des causes autres que la maladie, mais dans lesquelles le salarié bénéficie d'une indemnisation versée par son employeur ou financée en tout et partie par son employeur. Et donc là, on a le congé de remplacement et on a également les congés de mobilité, voire l'activité partielle. Pour la retraite, la fiche 7 n'apportait pas de précision à l'époque. L'instruction de juin dernier apporte plus de précision. Elle indique que pour les dispositifs de retraite supplémentaire, l'obligation de maintien par l'employeur en cas de suspension du contrat de travail ne s'applique que pour les suspensions liées à l'état de santé. Pour le dire autrement, dans le cadre de l'activité partielle, l'employeur n'a pas l'obligation de prévoir dans son acte de droit du travail un maintien du dispositif de retraite supplémentaire. Idem pour le congé de reclassement. Donc, il y a une dichotomie entre la santé prév d'une part et la retraite d'autre part. Alors, j'ai une question sur le sujet du maintien des garanties de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail indemnisé. L'entreprise doit-elle revoir son acte si elle n'a pas prévu le cas de suspension donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement? Entre parenthèses, activité partielle, par exemple. Alors, la rédaction des actes de droit de travail est toujours un sujet sémantique, d'autant que la DSS n'hésite pas à nous apporter des précisions dans des circulaires qui commencent à s'entasser. Il faut bien retenir, c'est que si notre client a recopié presque mot pour mot la clause que nous avions intégrée dans nos modèles avant l'instruction du 17 juin, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire que, pour faire court, il a prévu qu'en cas de suspension de contrat de travail pour cause de maladie, maternité, accident ou toute autre cause pendant laquelle le salarié bénéficie d'une indemnisation, soit versée par son employeur, soit financée en tout ou partie par son employeur, il n'y a pas de difficulté. Pour le dire autrement, il n'est pas nécessaire, selon nous, d'avoir écrit que le salarié bénéficie du maintien en cas d'activité partielle. Donc, en principe, la majorité des actes que l'on voit passer, parce qu'il y avait déjà la fiche 7 dans la circulaire de 2009, sont bien conformes et ne nécessitent pas de mise à jour. Bien entendu, si vous avez un doute, il convient de saisir votre correspondancier ainsi pour faire les vérifications qui s'imposent. En revanche, j'attire l'attention de tout le monde sur le fait qu'il ne suffit pas d'écrire la clause, il faut ensuite l'appliquer. Et ça, dans le cadre d'un contrôle URSSAF, évidemment, le contrôleur va vérifier l'acte de droit du travail, mais il va aussi vérifier que l'employeur fait bien ce qu'il a écrit. Et donc, j'invite tout le monde à bien respecter cette obligation en pratique. Alors, la prochaine sera à l'intention de Amel Benoît, directrice juridique. Amel, bonjour. Avez-vous des informations nouvelles à nous apporter sur ce projet de grande sécu? Alors, bonjour à tous, donc Amel Benoît, directeur juridique. Évidemment, le sujet de la grande sécu est un sujet qui nous occupe beaucoup en ce moment. Je n'ai pas d'informations particulières à vous communiquer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, bon, de toute façon, vous l'entendez à la radio, hein, les hommes et femmes politiques évoquent beaucoup le sujet. Le rapport de l'HCAM est effectivement au centre des préoccupations. Il y a un gros travail de lobbying
qui est fait, un travail de la FFA, donc qui est la Fédération des assureurs, un travail du CETIP, un travail de la FNMF, un travail de la CSCA aussi, qui est la Fédération des courtiers. Ce travail, il est commun, donc il est réalisé avec tous les acteurs de l'assurance. Et pour l'instant, voilà, c'est un travail commun qui vise à démontrer la plus-value des organismes complémentaires, l'intérêt. Et donc, on travaille sur le sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Écoutez, Karine? moi, je n'ai pas d'autres questions. Alors, je ne sais pas si j'en ai loupé au cas où. Moi, de toute façon, toutes les questions je vais vous retransmettre vraiment toutes les questions qui ont été posées et au cas où, si quelque chose on n'a pas répondu à une question, dans ce cas-là, je pense que vous nous prévenez, puis on aura un suivi là-dessus par mail. Delphine, Elsa, Amel, Samuel. Oui, s'il y a une question qui nous a échappé compte tenu du flux, on ne manquera pas d'y répondre par email. Écoutez, pour l'instant, je regarde, mais je n'ai pas d'autres questions. Eh bien, merci à tous pour Merci. votre présence. Merci à ceux qui ont animé ce webinaire. Et puis, merci à tous nos clients d'y avoir participé, ainsi que nos collaborateurs en interne. On vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à toi. Bonne Merci journée. de votre écoute. Bonne journée.